la partie artistique. Alors, nous abordons le volet des arts plastiques. Ces îles éclaboussées au fin fond des océans sont à peine visibles sur le globe terrestre. Pourtant, dès qu'on touche à un domaine les concernant, on se trouve aux prises avec de nombreux éléments que l'on ne peut oublier sans le risque d'être frustré d'une part et d'incompréhension de l'autre. Tout en allant à l'essentiel, je tenterai de vous livrer les points importants qui vous feront découvrir aisément les artistes, les courants et les œuvres. Quel que soit le pays d'origine, anglophone, hispanophone ou francophone, les créations de ces régions du monde sont profondément enracinées dans les entrailles pluriethniques amérindiennes, africaines, européennes, indiennes, asiatiques. Ce syncrétisme culturel est à la base de l'art contemporain caribéen. Il est à noter toutefois que Haïti présente des aspects très spécifiques. En 1946, l'exposition internationale d'art moderne organisée par l'UNESCO à Paris fit découvrir aux Français avec surprise la peinture haïtienne. Pourtant, pas exemple de malentendu. On parla d'une peinture jaillie spontanément chez un peuple sans passé artistique et qui n'avait jusque-là ni goût ni disposition pour les arts plastiques. Quelques 30 ans plus tard, emporté par son enthousiasme face aux productions du groupe Soleil, André Malraux parla de redécouverte du sacré et proclama le peuple haïtien seul peuple de peinture et de temps moderne. Pour autant, les Européens sont restés attachés à l'art dit naïf haïtien et aussi à l'art primitif africain. Le parcours effectué depuis la fin de la Deuxième Guerre à nos jours est impressionnant entre la Guadeloupe et la Martinique. Nous resterons sur ces deux îles pour la suite de l'exposé. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme pour rattraper le temps, il y a eu comme une explosion à la Martinique et à la Guadeloupe. Ces deux îles possèdent aujourd'hui de très nombreux artistes au regard de leur population. Il n'est pas rare qu'un même individu pratique plusieurs techniques avec une grande diversité. Peinture, sculpture, installation, vidéo, danse, poésie, musique, théâtre. Il est à noter que les biennales de Cuba, de Santo Domingo, de Porto Rico, de Sao Paulo, de Dakar et autres, auxquels participent ces artistes, ne sont pas étrangères à ce phénomène. Paradoxe, alors que la qualité du travail ne fait aucun doute dans une comparaison avec l'art contemporain international, disait Dominique Berthet, auteur de plusieurs ouvrages sur l'art. Il est critique d'art et membre de l'AICA, l'Association internationale de critiques d'art en France. Nous autres plasticiens ne pouvons que constater un déficit de reconnaissance et de visibilité de nos institutions, voire de certains critiques et galeristes. Et puis, je vais citer tout de même que la Guadeloupe a eu un pavillon à la Biennale de Venise en 2019. Juste un petit retour pour bien appréhender ce qui va suivre. Les courants, les artistes, les œuvres. À la Martinique, et là, nous venons de voir l'affiche du
festival de la Biennale de Venise avec le nom des artistes participants. Bon. Joël Nankin, François Piquet et Jean-Marc Pep. Alors que la Guadeloupe est un département français, nous avons pu quand même participer à la Biennale de Venise en tant que Guadeloupe. Ça, c'est un élément très important. À la Martinique, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre pour assister aux prémices des activités artistiques dans le domaine de la peinture par les Martiniquais. L'École des arts appliqués ouvre ses portes en 1943. Quelques peintres se regroupent au sein de l'atelier 45. Voilà. Ils réalisent des portraits des natures mortes, des paysages, parmi eux Raymond Honorien, celui de droite. Ce dernier anime le Centre municipal des beaux-arts de Fort-de-France en 1966. En 1974, une structure d'envergure voit le jour, le CERMAC, à l'initiative d'Aimé Césaire, maire de Fort-de-France. Des milliers de jeunes pratiquent quotidiennement et gratuitement une discipline artistique de leur choix au sein de nombreux ateliers. Danse, théâtre, musique, céramique, peinture, sculpture, etc. Et maintenant, les artistes et les œuvres. René Corail, dit Coco, élève de l'école d'art appliquée à Fort-de-France, poursuit ses études en France à l'École nationale des arts appliqués. C'est un touche-à-tout. Il utilise les matériaux de la nature. Toute sa vie, il explore la matière. Toujours en quête de nouveautés, il aime à créer des sculptures murales. On n'avait pas de mal à reconnaître une peinture ou une sculpture de Coco. Très généreux, il offrait volontiers un dessin, une peinture, pour boire et manger dans certains restaurants. Il fut le premier à rompre avec le style occidental. Son engagement politique guidait sa démarche artistique. Il fut même emprisonné en 1963, puis relaxé à la prison de Fresnes pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Il meurt en 1998 à l'âge de 70 ans. Un peu plus tard, naissance du groupe Fromager, dans les années 80. De retour à la Martinique, après les études de Beaux-Arts de Paris, René Louise, Bertin Nivor se joignent avec Victor Anicet, François-Charles-Édouard et Ernest Breuler. Breuler quittera le groupe en 1989 car il pense que la peinture n'est pas la revendication d'une identité culturelle. Victor Anicet, que voilà, explore l'art amérindien. Il travaille la céramique. Bertin Nivor, l'art des Indiens du Guyane et au symbolisme primitif. René Louise, au mystère des initiés du vaudou. Son œuvre fait preuve d'une grande sincérité. Le marronisme moderne est la philosophie de son esthétique caribéenne. Plasticien, poète, scénographe, son parcours intellectuel et artistique passe du marxisme à la spiritualité. Pour lui, c'est un pèlerinage spirituel car il ne renie pas le marxisme. René Louise fait partie des artistes martiniquais qui ont joué un rôle important au cours des 30 dernières années. C'est une sculpture, mi-peinture, mi-sculpture de René Louise. Il avait beaucoup de matière, il sculptait certaines parties du bois qu'il coulait sur le support. Il a fait un travail énorme. Il a enseigné à la Martinique, au CERMAC, à l'école qu'avait ouverte Aimé Césaire.
Et après ce groupe de René Louise, nous arrivons à quelque chose de très important pour la Martinique, et pas que la Martinique, l'école Négro-Caraïbe, avec Serge Lénon, qui vit à Nice depuis très longtemps. Serge Lénon et Louis Larouché suivent un parcours identique. Nés la même année, 1934, le même mois, en mai, ils passent par l'École nationale des arts décoratifs de Nice. Professeurs tous les deux, ils partent à la recherche de leurs racines africaines. Ce voyage qui suit l'itinéraire du commerce triangulaire. Et là, ici, nous avons une photo avec Larouché sur la droite. Serge Lénon, de l'autre côté, Brigitte Girardin, ministre de l'Outre-mer, et moi au milieu. Serge Lénon a une force d'expression hors du commun, où se mêlent et s'entremêlent le mysticisme philosophique et le sacré. Avec ses gravures, ses expressions bidonvilles, juxtaposition de planches, de bois cloués, vissés, des matériaux de récupération, des pigments, ocre, bleu, rouge, noir, dialogue dans ses tableaux et sculptures. Son travail renferme 3 mondes, les Caraïbes, l'Europe et l'Afrique. Cette dernière où il a retrouvé les baraquements semblables aux cases en bois construites avec des débris de caisses et de tôle qu'il connut à la Martinique, et dont Chamoiseau en parle dans Texaco. Le temps donc qu'est-ce? C'est en 1970 qu'il prend ses distances avec l'art occidental. Sa pratique de l'assemblage est une référence directe à l'habitat populaire de son enfance. C'est une mise en relation de l'éparse, une poétique du lien. Il est dans le questionnement de la mémoire. Et nous passons à Louis Larouché. Louis Larouché, à la croisée des chemins, entre figuration et abstraction, ses peintures et gravures au carborandum font jaillir des thèmes dont les racines plongent dans son histoire ancestrale. L'engagement de Louis Larouché est artistique et politique. Ces 2 aspects, pour lui, sont indissociables. C'est l'histoire, la conscience et le projet qui sont les guides du résultat de son travail. Tout comme Serge Lénon, le travail de Larouché nous donne rendez-vous à la croisée des 3 mondes, Caraïbes, l'Europe, l'Afrique. Cependant, nous avons l'impression que pour lui, c'est la part africaine qui prédomine. Ces 2 artistes, disait Dominique Berthet, sont à l'origine d'un art singulier qui constitue une étape dans l'émergence d'un art martiniquais contemporain. Ils sont les premiers, pour ce qui est de la Martinique, à avoir posé une esthétique nouvelle. Fin de citation. C'est en Afrique que l'école Négro-Caraïbe a vu le jour en 1970. Et le manifeste qui a été publié en 1992, en voilà quelques extraits. Le manifeste débute par ces mots. L'école Négro-Caraïbe a pour objectif principal l'instauration d'un nouvel état d'esprit, bien sûr, dans la sphère caribéenne et plus particulièrement dans la région Martinique. Pour tout ce qui concerne la culture et plus singulièrement les arts plastiques. Plus loin, l'école Négro-Caraïbe invite à lutter pour surmonter et dépasser les incompréhensions qui engluent encore
de nos jours dans l'indécision et la passivité d'une bonne partie de ces populations. L'école Négo-Caraïbe déplore l'absence de musées, d'espaces de présentation, de production d'art contemporain, de véritables critiques d'art et le petit nombre de collectionneurs avisés. Elle a pour but de susciter en permanence une complète transformation plastique qui affirme une présence nouvelle, exprimée comme Négro-Caraïbe au sein des rendez-vous internationaux. Fin de citation. Le manifeste de l'école Négro-Caraïbe répond à l'interrogation de nouveaux individus et plasticiens caribéens. C'est un cri perçant, une affirmation des populations opprimées de ces régions unies. Et là, nous allons terminer par la Guadeloupe. Je cite tout d'abord l'anthologie de la peinture en Guadeloupe. Malheur à ce pays à esclaves de n'avoir pas eu de peintre à proprement dire. La peinture est un art qui est réservé aux Blancs, voire aux mulâtres. Et cela même après la Seconde Guerre, la seconde abolition de l'esclavage. La danse et la musique sont les seules formes artistiques pour lesquelles les originaires d'Afrique parviennent à s'exprimer, privés de leurs repères culturels, ceux d'un peuple de sculpteurs, forgerons, point de peintres, sur toile, mais au sens occidental. Un cas très particulier dans l'histoire, Guillaume Le Thiers, que voilà, né le 10 janvier 1660 à Sainte-Anne, Guadeloupe, d'un père de race blanche, Pierre Guillon, procureur du roi, et d'une mère, Marie-Françoise, esclave affranchie. À la mort de sa mère, son père décide de rentrer à Paris avec lui, ayant remarqué ses aptitudes pour le dessin. Il fut par la suite Grand Prix de Rome, après avoir été directeur de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis, de 1807 à 1816. Il devient membre de l'Institut et professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il meurt en avril 1832, enterré à Montparnasse. L'éloge funèbre fut prononcé par Alexandre Dumas, son ami. Il y eut de très nombreuses années avant que la peinture et la sculpture ne se manifestent avec des Guadeloupéens. Fin de citation. Les années 70 ont marqué un tournant dans le domaine des arts et de la culture. Le combat politique et identitaire est passé par la réappropriation du créole et du grouka, la musique traditionnelle de Guadeloupe. Les arts plastiques ont emboîté le pas, je cite Jean Masse, dans l'anthologie de la peinture en Guadeloupe. Il a donc fallu la force d'un discours, de la prise de conscience, pour qu'une réflexion sur l'art en Guadeloupe soit conduite. Que doit-il être? Quel style et quel sujet conviendrait-il de traiter? Comment sortir du particularisme qui est trop souvent confiné en doudouisme? Surviennent de nouvelles individualités dotées d'une forte puissance créatrice. Avec le retour au pays de Michel Rovellas en 1970 et de Rico Roberto en 1971, ces nouveaux plasticiens ont marqué le dernier tiers du XXe siècle, questionnent leur passé, interrogent l'histoire coloniale, tout en s'ouvrant aux avant-gardes internationales. Ils inventent ainsi un art original, synthèse s'inspirant à la fois de l'art académique de leurs origines africaines et amérindiennes. Ils abordent une question fondamentale, la place et le rôle de l'artiste dans la société. Fin de citation de Jean Masse dans l'anthologie de la peinture de Guadeloupe.
Sous l'impulsion de Jean-Claude Deschards en 1973, professeur de dessin qui propose à la municipalité de Pointe-à-Pitre de créer un centre de métiers d'art. La réalisation fut immédiate. Un lieu s'y prêtait. De très nombreux jeunes furent formés dans cette structure. 1980, à l'initiative de Michel Rovelas, apparaît le GREPAN, groupe de recherche en esthétique et arts plastiques contemporains. Christian Brassy, peintre et critique d'art. Michel Rovelas, Chaumont-Lamotte, Jacques Ferly. Ce groupe avait une place importante. Ici, nous avons Christian Brassy, Rovelas et une affiche de Chaumont-Lamotte qui formait le groupe, le GREPAM. C'est un groupe de recherche que j'ai parlé tout à l'heure. Ce groupe avait une place importante dans la sphère culturelle et artistique. Il faut dire que l'art accompagnait la lutte anticolonialiste. Cela a suscité d'ailleurs des débats très passionnés. 1988, naissance du groupe Koukara, Couleurs Caraïbes, avec Claudie Cancelier, Lucien Léogane, Marie-Josée Limouza et Roger Abidjan, un sculpteur de très haut niveau. Ce groupe travaillait les fibres avec des collages et un clin d'œil à l'Afrique. Roger Abidjan a travaillé une série de sculptures, c'est un tailleur de pierre, qu'ils ont exposé dans un fort qui a été rebaptisé Fort Richepense, Fort d'Aigres, parce qu'avant il s'appelait Fort Richepense. C'est un hommage aux combattants de la liberté, notamment Delgrès et Ignace, qui ont lutté contre les troupes de Richepense envoyées par Napoléon pour établir l'esclavage à l'époque. Et je disais donc que Claudie Cancelier de Koukara et ses amis ont travaillé pendant pas mal de temps, voilà Claudie Cancelier, avec des expositions en Guadeloupe et aussi dans la Caraïbe. J'ai fait partie de ce groupe à une certaine époque. Mais vous savez, comme les groupes d'artistes, comme les groupes de musique, se font et se défont et chacun évolue de différentes manières. Donc, mais c'est très bien ce qu'ils ont fait quand même. Ils continuent de travailler chacun de leur côté. Je vais vous annoncer une individualité, un artiste guadeloupéen, Raymond Ganer, qui, après un cheminement dans l'art abstrait, s'est tourné vers la Caraïbe et l'Afrique. Voilà Raymond Ganer. En 1991, après un retour du festival del Fuego de Santiago de Cuba, se crée le groupement de réflexion des artistes guadeloupéens, avec Christian Darmé, artiste musicien, président, et moi-même, plasticien, vice-président. Rolf Sambalé, artiste germano-haïtien, nous propose une rencontre entre plasticiens haïtiens et guadeloupéens sur un week-end. En effet, il y a de nombreux artistes haïtiens à la Guadeloupe. L'idée est séduisante. Nous décidons donc d'inviter les Martiniquais. Sans le savoir, nous venions de lancer Indigo, festival intercaribéen d'art plastique de Guadeloupe. Durant 5 années consécutives, des artistes de la Caraïbe, de l'Amérique latine, se retrouvaient dans le cadre de merveilleux forts qui plombent la baie de Pointe-à-Pitre. Peinture, sculpture, installation, musique, poésie prenaient place et un nombre important de visiteurs avaient adhéré à cette idée.
Et là, nous avons une de mes peintures. C'est un assemblage. Et là, c'est un assemblage avec des collages de fibres, des collages de papier, tissu. La matière est composée avec de la sciure de bois mélangée avec du sable pour préparer le support. Et là, c'est une sculpture. J'ai travaillé au lycée Pierre Sola, pas loin d'ici. Et c'est une sculpture montée avec des éléments de récupération. Et aussi du découpage au laser pour la tôle. Et cette sculpture a été intitulée Rencontre totémique, homme-lune, femme-soleil. C'est d'après la mythologie du roi Arthur. Là, c'est une installation faite en 2006, c'était au Parc Phoenix. Alors, toujours dans le cadre d'Indigo, ce festival, en 1995, le festival atteint une toute autre dimension. Sous le haut patronage de l'AIAP UNESCO, pays invité d'honneur Saint-Domingue et un artiste invité d'honneur, Hervé Télébac, artiste haïtien, bien connu en France et dans le milieu parisien. Il fait partie de la nouvelle figuration. Il y avait 14 pays participants, dont la galerie Images de Nice, qui avait présenté Serge Lénon et Louis Darouché, et la rédactrice en chef de la revue Simèze. Et je cite ici, voilà une peinture de Hervé Télémac à Indigo. Je cite ici Christian Brassy dans l'anthologie de la peinture, à propos d'Indigo, 95. Le festival atteint là son apogée, mais tout ceci ne laisse pas apparaître les rivalités, les jalousies, les confusions de rôles qui entraînent des bouleversements, des intolérances, des ruptures. Après 5 années de succès, cette manifestation fut interrompue. Quoique brève, elle a permis d'élaborer des réflexions approfondies sur les circonstances et les conditions d'une création artistique authentique. Fin de citation de Christian Brassy, dans l'anthologie de la peinture. Dans le cadre de la promotion des DOM, plusieurs expositions furent organisées par le biais du ministère de l'Outre-mer, notamment à la mairie de Paris, aussi à l'Assemblée nationale. Mais ces lieux ne sont pas appropriés. Les artistes qui participent ne peuvent bénéficier d'un public qui visite les musées et les galeries, le monde de l'art en fait. Les chaînes de télé nationales n'en parlent pas du tout. C'est seulement France O qui parlait de ce genre de manifestations, mais malheureusement France O a fermé il y a quelque temps. Mais cela n'affecte en rien la force, la détermination, moins encore la créativité de ces individus. Je voudrais aussi signaler d'autres initiatives. Durant la période des mémoires de la rencontre des deux mondes, 1492 à 1992, Europe-Amérique, organisé par le gouvernement français, un autre événement a vu le jour, un nouveau regard sur la Caraïbe. Exposition itinérante dans cette région, dans la région de la Caraïbe, initiée par Pierre Moquet, ancien journaliste. Il a aussi pratiqué le barreau à Paris. Après le vernissage, la Courbevoie, elle a filé vers Cuba, Porto Rico, Barbados et les autres pays de la Caraïbe. C'est ainsi que j'ai pu la visiter d'ailleurs, car j'y étais à Saint-Domingue pour la première biennale des Caraïbes et de l'Amérique latine. En effet, la première biennale de l'Amérique latine et de la Caraïbe, au musée d'art moderne de San Juan, la capitale, était en même temps que cette exposition à Saint-Domingue. On a peine à s'imaginer ici qu'il y a autant de mouvements au niveau des arts plastiques dans ces pays de la Caraïbe.
parce que les chaînes de télé n'en parlent pas, même quand la Guadeloupe et la Martinique participent à ces événements. La télé en Guadeloupe et en Martinique, ils font des images, bien sûr, qu'ils envoient sur le continent, comme on dit, mais ça n'intéresse personne. Alors, il y avait aussi, de l'autre côté, un autre événement qui s'appelait Caribart, Caraïbes Art, l'art caribéen, qui se passait à Curaçao, une île située en face du Venezuela, que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette exposition était aussi sous l'égide de l'UNESCO, avec 17 pays de la Caraïbe. La cérémonie inaugurale a eu lieu à Curaçao. Et pour finir, un événement non négligeable, Carifesta. Carifesta, festival d'art et de la culture de la Caraïbe, qui s'organisait tous les 2 ans dans un pays différent de la zone. Avec toutes les disciplines représentées, mais aussi des colloques, des créations collectives et individuelles, des moments très intenses. Et je vais terminer sur ces mots et passer aussi la conclusion pour les arts plastiques. La Caraïbe est aujourd'hui un bouillonnement d'art et d'artistes, de Cuba à Trinidad, en passant par Porto Rico, Haïti, Saint-Domingue, qui eux possèdent leur musée d'art moderne et nous comptons bien avoir aussi les nôtres. Nous faisons tomber les masques blancs pour montrer ce que nous sommes, comme disait Fanon. Nous ne faisons pas ce qu'ils attendent que nous fassions. Et nous n'irons pas non plus sur les chemins là où l'Europe a échoué. Et puisque l'Europe nous a dispersés, nous assumons le fait de faire partie de ce mouvement de complémentarité. Nos racines se mêlent et s'entremêlent dans les fins fonds des 4 coins du monde. Nous sommes le tout-monde. Et avançons de pied ferme vers les rendez-vous de l'histoire. Cette histoire qui nous enseigne que l'aliénation culturelle et l'assimilation font partie des ennemis les plus terribles de l'homme et de l'humanité. Je vous remercie. Je vais citer pour les arts plastiques et la littérature. Alors, il s'agit des trésors du patrimoine créole. Guide de la culture créole, Jean-Paul Sartre et la poésie noire, anthologie de Senghor. La poésie de la négritude, Annie Urbanic Ritz. La pensée créole des Antilles, Jean-Pierre Jardin. Aimé Césaire, une parole pour le XXIe siècle, Eugène Palissy. Les damnés de la terre, Frantz Fanon. Sous la dictée de Fanon, Marie-Jeanne Manuela. Les fruits du cyclone, Daniel Maximin. Traité du tout-monde, Édouard Glissant. Anthologie de la peinture en Guadeloupe. Pratique artistique contemporaine en Martinique. Les bois sacrés des Lénons. Catalogue du Festival Indigo 95. Merci beaucoup.